Bonjour à vous, messieurs. Ça fait plaisir de vous avoir pour participer à cette discussion sur les fausses informations en période électorale. Alors, dans un premier temps, on parlera de l'impact et les conséquences des fausses informations en période électorale. Et dans la seconde partie de notre discussion, on parlera de comment lutter contre les fausses informations en période électorale. On parlera justement des fausses informations de façon générale. On fera également un focus sur la Côte d'Ivoire. Alors, je vais rapidement rappeler nos invités, Kemal Afagnon, coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières. Vous avez également observé les élections présidentielles dans plusieurs pays, dont la Russie, mais aussi la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud ou encore le Mozambique. Donatien Kanga, vous êtes également en ligne avec nous d'Abidjan. Vous êtes enseignant à l'Institut des sciences et techniques de la communication à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes formateur sur les questions de médias numériques. Vous intervenez également sur les questions de désinformation, de fake news. Merci également à vous, Thierry Kofi Mensah, d'être en ligne avec nous d'Abidjan. Vous êtes membre de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Vous vous intéressez également aux questions d'information, de fausses informations. Merci à vous tous, messieurs. Merci de participer à cette discussion. On va commencer tout de suite par l'impact et les conséquences des fausses informations en période électorale. D'abord, Kemal Afagnon, que faut-il considérer comme fausse information? Alors, merci pour votre question. Je dirais que en ce qui concerne la définition de la fausse information, c'est en fait une information qui est propagée, en fait, d'abord qui est élaborée, en fait, dans le but donc de tromper les destinataires en fait de cette information. Donc, euh, en fait c'est un terme en fait qui désigne toute forme possible en fait de prétexte en fait de situation qui permet donc d'élaborer donc une information incorrecte ou trompeuse de façon délibérée qui est créée et ou diffusée dans le but donc d'influencer des opinions ou des comportements, comme par exemple lors de campagnes électorales. Donc c'est aussi un procédé en fait qui peut permettre de gagner de l'argent ou qui peut également permettre de nuire par exemple à des individus ou à un groupe de personnes. Donc, c'est un procédé qui permet, par exemple, de provoquer une sorte de polarisation, en fait, dans nos sociétés démocratiques, ou qui, parfois, quand il est utilisé, permet de saper les valeurs démocratiques dans nos différents pays en contexte électoral, par exemple. Professeur Donatien Kanga, quelles sont les caractéristiques d'une fausse information? Sinon, comment reconnaître une fausse information? Bon, on va faire simple comme on est, on est dans un cadre un peu relativement fermé, mais un premier élément, ce sera la fausseté du contenu qui est trompeur, qui, qui est trompeur, manipulateur. Il y a, après, il y a l'intention aussi qui est derrière, c'est-à-dire le contenu peut être faux, mais je peux le partager en pensant qu'il est vrai. Donc, je peux le partager de bonne foi. Et donc, quand c'est comme ça, il y a une nuance entre l'information fausse, bon, pas l'information, mais le contenu faux qui est partagé en sachant qu'il est faux. Donc, je sais que c'est faux et je le partage. Donc, l'intention ici, elle est clairement de tromper. Mais dans certains cas, euh, on n'a pas envie de tromper. Donc, ça, c'est les caractéristiques qui vont permettre de classer plus ou moins le contenu qui circule et autres. Maintenant, peut-être si vous me demandez, parce que je devine que le sous-entendu, peut-être, c'est de donner des pistes ou des astuces pour identifier ce qui est faux. Dans ce sens-là, je dirais que l'information, en fait, elle a des caractéristiques. Donc, au lieu de chercher à savoir les caractéristiques de la fausse information, c'est plus simple de chercher les caractéristiques de ce que c'est que l'information. À partir du moment où vous savez ça, c'est plus simple de distinguer le vrai du faux. Donc, l'information, en général, elle est factuelle. L'information, elle est d'intérêt public et l'information, elle est vérifiée. Donc, tout contenu qui ne répond pas à ces trois critères ne peut pas être appelé information, en fait parce que ce n'est pas factuel, ce n'est pas vérifié ou ce n'est pas d'intérêt public. Donc, ça peut être sous l'angle de l'opinion, ça peut être sous l'angle de la fausse info, comme on a dit, ça peut être sous l'angle de ce qu'on appelle la mésinformation, ça peut être et autres. Mais le plus
pour pouvoir identifier le faux du vrai, c'est de savoir ce que c'est qu'une information. Une information, ce sont des faits qui sont vérifiés. Donc, les faits, c'est soit des événements, des données, des éléments vérifiables. Donc, on parle de vérifiabilité. Il y a par exemple les références, date, lieu, donc les questions qui fait quoi, quand et où. À partir du moment où un message, un contenu n'arrive pas à dire où s'est passé tel événement, dans quel lieu et quand, il y a suspicion. Et puis le troisième élément, c'est l'intérêt public. C'est-à-dire que des questions de vie privée qu'on va vouloir faire passer comme une info, c'est de détourner. En fait, c'est une forme de désinformation parce qu'on va vous détourner de ce qui est d'intérêt. Donc, le conseil que je peux donner tout de suite, c'est ça, c'est de pouvoir maîtriser ce que c'est que l'info, de sorte que chaque fois que vous êtes en face d'un contenu, vous appliquez ce filtre. Si le contenu n'entre pas dans ce filtre, c'est que ce n'est pas une info. Bien sûr, je me tourne maintenant vers vous, Kofi Thierry Mensah. Alors, sur le cas de la Côte d'Ivoire, comment se manifestent les fausses informations dans le paysage géopolitique? Au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà merci pour la prise de parole. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je dirais, pour le moment, la température est encore très calme, mais je sens que lorsqu'on va se rapprocher des élections, ça sera un peu plus tendu. Mais il faut dire que de façon générale, les fausses informations en période électorale sont beaucoup plus tendues parce qu'il y a d'autres la majorité même, c'est des personnes qui font pour nuire en majorité, parce que le type d'informations qui sont diffusées ne sont pas seulement que pour passer la fausse information parce qu'elle ne correspond pas à quelque chose, mais pour salir l'image des autres. Mais en Côte d'Ivoire, de façon générale, actuellement, le climat est un peu plus calme côté fausse information à cause de certaines actions menées par l'État ivoirien dans le but de la sensibilisation. Donc, de façon générale, pour le moment, c'est un peu ça. Et bien sûr, alors on a vu quelques informations circuler il y a quelques mois de cela, hein, en plein contexte électoral, hein, où quelquefois la mort du chef d'état-major général des armées a été annoncée, information qui avait été démentie par le gouvernement. Il y a également eu des rumeurs de tentatives de coup d'État, sinon des rumeurs de coup d'État en Côte d'Ivoire qui ont duré quelques 2, 3 jours, information qui avait été également démentie par le gouvernement. Alors, dans le contexte électoral actuel, hein, Thierry Kofi, quel est le constat que vous faites concernant la circulation de fausses informations? Mon constat en Côte d'Ivoire actuellement, je dirais que il y a une baisse. Il y a une baisse de fausses informations. Il y a une baisse de fake news, je dirais, de circulation de fausses informations plutôt. Parce que, à comparer à avant, le niveau était un peu plus élevé. Il y avait plus de personnes et la propagation était encore plus dense. Mais c'est vrai, en temps vers les élections, il y aura encore de plus en plus de fausses informations, mais dans le sens où la diffusion de la fausse information a baissé parce que l'État a mis le programme en ligne tous responsables qui permet de sensibiliser les personnes sur comment traiter l'information, comment vérifier les informations et qu'est-ce qu'il faut faire face à une information qui est un peu douteuse. Donc, plus on va tendre vers les élections, c'est vrai qu'il y aura pas mal d'informations qui vont circuler, mais le comportement même des citoyens ivoiriens, pas la majorité, c'est vrai, pour le moment, il n'y a pas toute la population n'est pas encore sensibilisée sur cette situation, mais de plus en plus que les personnes sont sensibilisées, on aura encore moins de diffusion de fausses informations et ça pourra aider tout le monde dans ce climat politique un peu tendu. Mm. Et bien sûr, hein, vous soulignez qu'il y a moins de fausses informations qui circulent actuellement en Côte d'Ivoire, hein, grâce à des mécanismes mis en place par l'État. Dans la seconde partie de cette discussion, on en parlera. Mais avant qu'Emma Lafagnon, on parle de beaucoup de fausses informations, de désinformations, mais finalement, qui sont derrière ces fausses informations, les contenus de ces fausses informations, qu'Emma Lafagnon? Alors oui, on parle beaucoup de désinformation à l'échelle du continent et en octobre prochain, les Ivoiriens se rendront aux urnes, comme ce fut le cas dans plusieurs pays sur le continent africain. Donc la spécificité ici du cas ivoirien, c'est que les citoyens se rendront aux urnes pour élire un nouveau président dans un contexte assez tendu où il y a beaucoup de tractations politiques en cours, comme on l'observe. Et puis, c'est un pays aussi qui, depuis 30 ans, n'a connu aucune alternance de pouvoir pacifique. Donc, en fait, c'est une situation qui cristallise les attentions, en fait,
qui permet de voir de part et d'autre qu'on assiste déjà à des échanges assez musclés souvent entre les différents protagonistes en fait. Et derrière les fausses nouvelles se cachent souvent des stratégies qui visent à soit attirer l'attention d'un électorat spécifique, à manipuler l'opinion publique ou à affaiblir par exemple un protagoniste dans le cas d'une élection présidentielle. Alors dans le contexte des élections, les acteurs qui s'adonnent à la diffusion de fausses informations ne cherchent pas tellement à faire croire aux électeurs. En fait, ils ne cherchent pas toujours à faire circuler des informations factuelles, mais plutôt parfois, comme je le disais, donc à attaquer un adversaire politique, à semer la confusion dans la population, en rendant plus difficile, par exemple, la distinction entre des informations véridiques et celles qui sont trompeuses. Donc après, dans ce cas de figure, vous avez aussi bien des acteurs locaux que des acteurs, en fait, acteurs locaux. Ici, on voit des hommes politiques qui s'adonnent à de telles pratiques, des hommes politiques avec leurs états-majors, donc qui ont, on peut dire, des armées numériques qui s'adonnent à de telles pratiques. Et puis à côté, vous avez aussi de plus en plus des acteurs étrangers qui s'adonnent à de telles activités dans les champs informationnels africains. Ces dernières années, par exemple, on a vu Facebook qui a mis à nu, donc qui a dénoncé plusieurs opérations coordonnées de manipulation de l'opinion publique dans différents pays à l'approche des élections. Donc, c'est des manipulations, par exemple, qui permettent à des acteurs qui disposent d'une puissance de feu informationnelle assez forte, en fait, donc pour faire circuler des informations trompeuses, des informations qui peuvent être également utilisées pour diffuser, pour jeter le doute sur la légitimité, la sécurité, la fiabilité, la sincérité du processus de vote, ou même des systèmes techniques qui sont utilisés dans les pays africains lors de l'organisation des élections. On a vu des acteurs, par exemple, internationaux qui vous proposent des packages avec des montants bien définis pour mener des opérations spécifiques, voilà, dans ce genre de situation. Donc, on a des campagnes de diffusion de fausses informations qui sont donc orchestrées de telle sorte pour influencer les électeurs. Donc, lors des dernières élections, par exemple en Côte d'Ivoire, Facebook avait annoncé un peu avant les élections voilà, son intention de mettre en œuvre donc des mesures pour contrer la propagande et la désinformation en ligne. Donc, parce que c'est un problème qui est réel, c'est un problème qui crée de sérieux problèmes en Afrique à l'approche des élections. Il y avait eu un mémorandum qui avait circulé. Donc, l'entreprise donc de Mark Zuckerberg expliquait dans ce mémorandum de 3 pages intitulé Comment Facebook contribue à protéger l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, donc comment elle comptait s'engager à prévenir l'ingérence électorale, la lutte contre la désinformation et aussi, par exemple, les tentatives de dissuasion à l'endroit de l'électorat pour empêcher les électeurs ivoiriens d'accomplir leur devoir civique. Mais ce qu'on a vu toutefois, c'est que malgré en fait des intentions qui étaient affichées, malgré que de telles intentions étaient affichées donc par Facebook, donc qui a pris au sérieux le problème de la désinformation à l'approche des élections en Côte d'Ivoire. On a vu que c'était un scrutin qui a été émaillé en fait de fake news en fait. Donc aujourd'hui, le groupe Meta par exemple a annoncé en début d'année qu'il se désengageait de la modération de tout ce qui est contenu mensonger. Donc c'est une annonce qui aujourd'hui peut inquiéter davantage donc, par rapport à tout ce qui concerne la lutte contre la désinformation, parce qu'aujourd'hui, le groupe Meta possède aussi bien Facebook, Instagram que WhatsApp. C'est des plateformes où beaucoup d'informations à caractère électoral circulent. Dans le même temps, aujourd'hui, quand vous prenez cette décision de se désengager de la modération des contenus mensongers, c'est une décision en fait qui vient qui vient provoquer un choc en fait dans les paysages sociopolitiques africains parce que aujourd'hui on est en face tous les jours aux dégâts de la désinformation. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, au lieu d'opter pour de telles pratiques qui consistent à se désengager de la modération des contenus mensongers, les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, WhatsApp et TikTok devraient plutôt
chercher à renforcer leur politique de lutte contre les contenus destinés à tromper les électeurs, les internautes en période électorale. Mm. Professeur Donatien Kanga, dans un contexte électoral, hein, finalement, quel est l'objectif quand on diffuse de fausses informations? Oui, je voudrais, avant peut-être de répondre tout de suite à votre question, je voudrais que vous me permettez de compléter sur le constat de la désinformation en Côte d'Ivoire. J'ai bien compris et entendu ce que mon ami Mensa a dit sur une impression de baisse. Moi, je n'irai pas dire que ça a baissé, mais je pense plutôt qu'il y a de nouveaux canaux. C'est-à-dire que vu que il y a une forte réactivité, répression sur Facebook, qui était jusqu'alors considérée comme la principale plateforme de circulation de la désinformation, on observe qu'il y a un mouvement de tous ceux qui s'adonnent à la désinformation vers des plateformes connaissent comme TikTok, qui est aujourd'hui l'un des espaces où la désinformation va circuler. Et donc, de nouveaux canaux, de nouvelles formes. Aujourd'hui, ce n'est plus courant d'avoir tout, il n'y a pas peut-être les faits qui ont bizarrement qui ont eu du succès sur le soi-disant décès du président, le soi-disant décès du chef d'état-major, le soi-disant coup d'état. Mais aujourd'hui, c'est plutôt dans les lives, les panels TikTok que vous allez voir débiter de la propagande, de la manipulation, de la désinformation qui après va être reprise euh, et rediffusée. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une baisse. Et puis en face, peut-être il y a une forme de résilience. C'est-à-dire que vu qu'il y a eu beaucoup de campagnes et qu'il y a beaucoup de sensibilisation, c'est vrai que l'effet aujourd'hui, on ne réagit plus face à la désinformation comme on réagissait en 2020. Ça, c'est vrai. Ce n'est plus systématique. Il y a de plus en plus de recul qu'on peut observer, mais il n'en demeure pas moins que celles-ci, celles-là, il suffit de tourner sur ces plateformes, vous allez voir des choses qui apparaissent, qui ne sont pas de l'ordre de l'information, mais qu'on veut faire passer comme de la désinformation. Ceci dit, pour revenir à votre question maintenant, quel est l'objectif derrière ceux qui font de la désinformation? J'espère que c'est ça la Ouais, question. l'objectif derrière la désinformation en période électorale. Oui, je pense que Kemal l'a dit en partie dans son propos. C'est clairement, en tout cas en période électorale, c'est d'avoir une influence sur le processus. Et cette influence-là, elle peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être même déjà d'intimider, de dissuader les gens à aller voter. Euh, voilà. Ça peut être de salir la réputation de son adversaire. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup avant même les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. On le voit, on a une culture de la rumeur qui est quasiment historique en Côte d'Ivoire, qui est séculier, c'est pas lié aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont venus plutôt faciliter et peut-être rendre ça exponentiel, mais en Côte d'Ivoire, période électorale, joute électorale, ont toujours flirté avec des rumeurs, avec de la désinformation sur les adversaires et autres. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit. Euh, L'un des objectifs, c'est donc quand on fait ça, c'est de discréditer, salir la réputation de l'adversaire. En tout cas, le rendre de moins en moins, de faire baisser sa cote vis-à-vis des électeurs. Euh, L'autre objectif qu'on peut observer si on se réfère à la désinformation ou à la propagande d'origine étrangère ou d'origine d'acteurs étrangers, c'est l'ingérence étrangère avec cette lutte géopolitique, de repositionnement géopolitique qu'on observe dans la sous-région et même au niveau mondial. On, on peut percevoir ou suspecter des tentatives d'influence étrangère pour repositionner d'une manière ou d'une autre le pays dans des cercles d'alliances voilà, pro-occidentaux ou anti-occidentaux ou même, comme on va dire ça, arabes avec des influences qu'on soupçonne du Qatar, de la Turquie par exemple. On parle beaucoup de la Russie. Voilà, donc ça donc on peut se rendre compte qu'on arrive à un moment où il y a un croisement d'intérêts derrière la désinformation, autant porté par des acteurs internationaux que des acteurs locaux.
On parle même, nous, au lieu de parler strictement de la lutte d'une désinformation, il y a des collègues qui parlent de guerre des narratifs, parce que on va pas être forcément totalement dans la fausse information fabriquée de toutes pièces, mais on va, par exemple, être dans un message qui est semi-vrai, qui est présenté d'une manière, d'une certaine façon, où on passe sur du vrai pour prêcher du faux. Voilà. Donc, derrière cela, c'est d'influencer l'opinion et d'imposer des agendas dans la joute électorale. Et cet agenda-là peut passer par une personne, on peut passer par l'émergence d'un sujet qu'on va rendre artificiellement influent dans le. Donc, voici quelques, et in fine, les conséquences, la fragilité du processus, son intégrité, et finalement, quelqu'un qui est élu à l'issue d'un tel processus peut avoir sa légitimité quelque peu entamée parce que, voilà, on aurait artificiellement créé une forme de popularité. Donc, voilà un peu quelques objectifs que je pourrais ajouter à ceux qui ont été plus ou moins évoqués par Kemal dans son propos précédent. Professeur Donatien, vous avez souligné un point assez important. Vous avez parlé aujourd'hui de cette désinformation, des campagnes de désinformation menées aujourd'hui par des acteurs à l'international pour positionner certains candidats, sinon au vu aujourd'hui des alliances géopolitiques qui se redéfinissent dans la région. Alors, est-ce qu'on observe ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Pas de façon ouverte. Je pense qu'on est plus, ce qu'on peut observer, c'est subtil à travers des activistes ou des contre, comment on va dire ça, des avatars, et même depuis des acteurs extérieurs. Par exemple, la désinformation sur le soi-disant décès du président euh, et du président qui a eu du succès bizarrement, elle n'est pas, elle est venue de comptes qui sont enregistrés à l'étranger, en dehors du pays, dans des pays frontaliers. Donc, on a observé une sorte de coordination depuis la création, la diffusion et la dissémination de cette désinformation en utilisant des logos de médias étrangers. Mais les premiers comptes qui ont relayé et qui ont imposé cette désinformation dans l'espace médiatique ivoirien, c'est des comptes qui ne sont pas logés en Côte d'Ivoire. Donc, ça, par exemple, on voit clairement que c'est une désinformation d'ingérence étrangère. Et comment on dit ça, l'Agence nationale des systèmes de sécurité et des systèmes d'information euh, qui a la responsabilité de gérer ça au niveau du pays ici, l'a considéré clairement comme une attaque étrangère et en a apporté sa riposte aussi en le pensant dans ceci. Donc ça, c'est des cas qu'on peut voir, observer. Euh, Après, ça va passer par des discours ambiants sur la question de panafricanisme, du souverainisme, de la nouvelle, de la vraie indépendance à acquérir. Après, c'est un discours qui en essor en Afrique. Et donc, ça devient un bon prétexte pour remettre en cause tout ce qu'on peut juger être proche de l'Occident, à tort ou à raison, euh, tout en utilisant tous les moyens qu'on a. Un peu d'une forme du genre, la fin justifie les moyens. Et s'il faut mentir, il faut utiliser fabriquer souvent des contenus pour faire passer certaines idées. On le fera parce que à ce moment, tout le monde a intérêt. Tant que ça fragilise l'adversaire, tant que le discours anti-français ou anti-occidental, anti-panafricaniste fragilise l'adversaire, vous allez avoir des acteurs qui même sont opposés souvent et qui vont se réunir là pour se soutenir, ne serait-ce que par exemple en relayant, disséminant ces contenus, ne serait-ce que ça. Après, il peut y avoir des coordinations plus fines, plus élaborées, en voulant faire passer des anecdotes, de la propagande ou de l'information à travers des médias
qui connaissent les codes et les styles des réseaux sociaux, parce que c'est ça aussi, c'est que la désinformation va s'appuyer sur les codes du discours qui marchent sur les réseaux sociaux. Donc, des phrases chocs, des vidéos très et relativement assez bien élaborées, une personnalisation du discours à travers des témoignages, de l'opinion, voilà. On a aussi soi-disant, on dira des influenceurs web activistes, des gens qui sont très populaires sur les réseaux sociaux, qui organisent des lives pour débiter des annonces sans fondement, mais qui, comme estime celui à qui on est opposé et que ça ne lui est pas favorable, on va relayer, on va en faire. C'est tous ces acteurs et toutes ces formes-là qui vont se croiser parce qu'au moment T, on a un intérêt commun contre un régime. Donc, même si on n'y croit pas, on avance et ça va donner ce que ça peut donner. Et bien sûr, je vais revenir vers vous, Thierry Kofi, mais avant, j'aimerais bien adresser cette question à Kemal Afagnon. Finalement, quelles conséquences les fausses informations peuvent avoir sur les électeurs? Alors, les fausses informations peuvent avoir plusieurs conséquences sur les électeurs. Quand on prend par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut voir déjà que le président sortant a été victime, comme vous le disiez, donc de plusieurs fake news déjà. Donc, il a été la cible de plusieurs fake news. À côté de ça, on observe également que la Côte d'Ivoire actuellement se trouve dans une situation où, avec certains voisins de la sous-région, les relations ne sont pas au beau fixe. En fait, l'année dernière, par exemple, j'ai encore en mémoire ce discours d'un général de brigade qui est membre du CNT malien, qui appelait à la mort des présidents Alassane Ouattara et Patrice Talon, parce qu'actuellement, les relations entre ces deux pays et les pays membres de l'AES ne sont pas ne se caractérisent pas par la cordialité qu'il devrait les marquer. Donc, ce genre de discours, par exemple, à côté des fake news, peut être amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux qui peuvent venir semer encore plus de troubles dans les champs informationnels africains. Donc, les conséquences des fake news dans un tel contexte sur les élections peuvent être dévastatrices. Donc, à l'approche des élections, la désinformation en ligne, par exemple, peut contribuer à altérer la perception du corps électoral, par exemple. Donc, ça peut venir brouiller un peu les pistes de compréhension des électeurs sur des sujets déjà qui ne sont pas toujours faciles à comprendre par les électeurs. Donc, et en même temps, ce genre de désinformation ou de pratique de désinformation peut venir créer un climat de méfiance de la part des électeurs, en fait, envers les institutions politiques du pays, envers les personnalités politiques également du pays. Bon, parce que si une personnalité politique en fait est victime de fake news en fait et qu'on annonce sa mort, en fait, certains électeurs, par exemple, peuvent prendre cette information comme argent comptant. Donc, il peut arriver que les électeurs exposés à des informations contradictoires également deviennent plus sceptiques par rapport à tout ce qui est mis en place pour convoyer le corps civique, le corps électoral vers les élections. Donc, dans ce genre de cas, il peut être difficile pour certains électeurs de s'informer de façon factuelle, de façon véridique, et de pouvoir attester de la véracité des informations dans de tels contextes. Donc, à terme, cela peut créer donc de la confusion, comme je le disais, donc, dans le cas où il y aurait des sources d'informations contradictoires. Il y a souvent des sources d'informations contradictoires lors des élections, ce qui peut contribuer à un accroissement encore plus grand des fausses nouvelles auxquelles les internautes seront exposés dans de telles périodes, donc les périodes électorales. Et puis, comme autre impact, ceci peut également conduire à un désengagement des électeurs, donc contribuer à ce que les électeurs perdent en fait le goût de la saveur des élections, donc se détournent des élections, se détournent du processus électoral, parce que si par exemple vous avez des gens qui ont en tête de voter pour un candidat qu'ils voient comme un candidat rassembleur, un candidat stable, un candidat qui pourrait porter les aspirations du peuple et que vous faites circuler des informations concernant
sa vraie fausse mort, par exemple. Donc, ça peut conduire au désintérêt, donc au désengagement des électeurs du processus électoral face à face à la confusion, face au doute que ce genre d'informations peuvent créer. Vous avez aussi parfois donc les informations qui incitent à la haine tribale, à la haine raciale, donc à la haine ethnique aussi, qui peuvent venir aussi semer du trouble à l'approche des élections. Donc on a eu des cas où certains pays sont passés par ce scénario et ont connu des violences préélectorales ou post-électorales. Donc ça aussi, ça peut venir de la désinformation. Donc ce qui peut également contribuer à une baisse en amont de la participation électorale et puis venir aussi créer le chaos donc au moment où les élections, les résultats peuvent être proclamés. Donc en exacerbant les tensions sociales, par exemple, la désinformation peut conduire donc à des actes de violence qui peuvent impacter plusieurs communautés, qui peuvent donc, comme on a pu le voir aussi bien en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays anglophones, par exemple. Donc, des violences, donc la désinformation peut susciter des violences qui peuvent déboucher dans le monde physique et donc ceci peut venir entacher donc au final la sincérité, la crédibilité des processus électoraux. On en vient maintenant à la seconde partie de cette discussion, hein. On termine cette fois par la lutte contre les fausses informations en période électorale. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Thierry Kofi. Alors, comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que la presse ou encore les journalistes blogueurs peuvent lutter contre la désinformation en période électorale, en faisant le focus, bien sûr, sur le cas de la Côte d'Ivoire? Oui. Moi, en fait, ce sont ces derniers-là même qui sont, je dirais, les gardiens de la vérité, parce que c'est pas eux que toutes les informations en majorité sont fournies. Donc déjà, il y a euh, cette pression de temps là que certains ont de pouvoir toujours diffuser toujours le premier papier, le premier article et tout. Que si chacun de ces derniers-là réussit à laisser ce challenge, à baisser un peu ce challenge-là, qui pourra vraiment aider, parce que à force de vouloir être premier à diffuser le premier papier, tu risques de ne même pas avoir toutes les informations fiables pour écrire l'article en question. Donc, il y a déjà ce côté de pression de temps que certains d'entre eux qui ne sont pas vraiment professionnels se mettent pour pouvoir diffuser l'information. Il y a également ce côté euh, euh, où ils sont instrumentalisés pour pouvoir prendre part ou diffuser des informations qui sont vraiment pas forcément bonnes pour certains partis politiques. Donc, si ils arrivent à ne pas politiser tous ces différentes actions là et tous ces différents papiers qui seront diffusés, je pense que ça va contribuer également à, à ces différents acteurs de, de presse, à ces différents journalistes plutôt, de pouvoir contribuer à un climat apaisé en cette période électorale-là. Et aussi, euh, c'est une bonne approche pour pouvoir les sensibiliser au fact-checking, apprendre ces différentes techniques de fact-checking, que ce soit pour les créateurs de contenu, que ce soit pour les journalistes professionnels, que ce soit également pour toutes ces personnes qui fournissent des informations, renforcer aussi leur capacité en matière de fact-checking, que ça puisse, qu'ils puissent être également des acteurs de lutte contre les fausses informations en cette période électorale. Et bien sûr, comment est-ce que aujourd'hui ces acteurs peuvent également sensibiliser contre la diffusion de fausses nouvelles? La question c'est pour vous, Thierry Vincent, allez-y. Oui, en fait, pour moi, c'est une décision politique que l'État ivoirien doit renforcer encore plus. Parce que, disons que ces acteurs-là même qui sont à la source de l'information, c'est eux-mêmes je vais dire, qui ne peuvent pas être. C'est vrai qu'il y a des personnes qui décident de pouvoir faire circuler de fausses informations volontairement, mais ceux-là même qui sont ces gardiens de l'information, je pense que mieux ils seront outillés, mieux ils seront formés à, à tout ce qui est fact-checking, mieux eux aussi pourront relayer l'information de façon propre et aussi être des acteurs de sensibilisation. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Hmm, bien sûr.
Bien sûr. Professeur Donatien Kanga, comment les électeurs peuvent-ils aujourd'hui se protéger des fausses informations? Alors, il y a Kemal Afagnon qui parlait tantôt de l'impact justement que la fausse information peut avoir sur un processus électoral, mais aussi sur les électeurs. Alors, comment les électeurs également peuvent se protéger des fausses informations? Oui, là, première chose, oui, il y a plusieurs recommandations, mais première chose, je pense que je vais dire un peu, j'ai saisi l'opportunité de la question sur ce que c'est que la désinformation pour pouvoir expliquer ça. La première chose, c'est de Justement. vraiment savoir ce que c'est qu'une info. En fait, c'est comme les faux billets. Je vais dire, la technique qu'on utilise pour détecter les faux billets, elle est simple. On ne cherche pas à étudier tous les faux billets qui existent. On étudie le bon billet. Une fois Mhm. qu'on s'est accordé sur les caractéristiques du bon billet, chaque fois qu'on se retrouvera face à un billet qui n'a pas les caractéristiques du bon billet, on estime que c'est un faux billet. C'est la même démarche. Il faut que le citoyen sache ce que c'est qu'une info. À partir du moment où vous savez ce que c'est qu'une info, vous pouvez facilement faire le tri. Ça, c'est un premier. Et comme j'ai dit, l'information au sens journalistique du terme, ce sont des faits qui sont vérifiés et d'intérêt public. Donc, à partir du moment où on m'envoie, par exemple, une opinion et qu'on veut me la faire passer pour un fait, tout de suite, je sais que ça relève de l'opinion, ce n'est pas de l'info. Première chose, ça c'est le premier, pour moi, c'est vraiment ça le premier réflexe pour le citoyen. Deuxième réflexe pour le citoyen, c'est que en dépit de tout, il y a des références en termes d'information, en termes de qualité de l'information. Le professionnel qui a la charge de donner l'information, celui qui est formé, celui qui est outillé pour faire de l'information, c'est le journaliste. Après, c'est vrai que dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses, mais on ne va pas dire que comme il y a des brebis galeuses parmi les médecins, je ne vais plus à l'hôpital quand je suis malade. Ça ne tient pas. Il faut chercher les bons médecins. Donc, dans la même démarche, je dirais, chercher les bons médias, les bons sites d'information. Il y en a de qualitatifs, il y en a qui sont soucieux de donner de la bonne information. C'est ces sites-là, ces médias-là, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, dans notre pays, c'est eux qu'il faut référer chaque fois que vous voulez vous informer sur l'actualité. Ça vous évite de consommer tout et de paniquer pour tout. Par exemple, moi, je connais plein de personnes qui ne sont pas vraiment journalistes, mais qui, tout de suite, ont pris avec des pincettes ce qui circulait sur le décès du président. Parce que tout de suite, ça n'a pas été diffusé par les canaux médiatiques reconnus, réputés. Je prends un cas que j'aime donner souvent dans mes formations, c'est lors du décès de l'artiste Arafat en Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire que toute la Côte d'Ivoire était informée qu'il était décédé, mais je connais beaucoup, et même le pays même retenait son souffle jusqu'à ce que la télévision nationale l'annonce. À ce moment-là, on a estimé qu'effectivement, il est décédé, que ce qui circulait sur les réseaux sociaux était vérifié, et donc on pouvait faire foi. C'est la même chose. Il faut, dans ces contextes tendus, sensibles, éviter de donner foi à tout ce qui peut circuler parce que avec l'ouverture des réseaux sociaux numériques, des plateformes numériques, avec même l'essor de l'intelligence artificielle générative, on aura toujours des malins qui vont s'adonner à créer de la désinformation, soit pour voir un peu leur capacité d'influencer, simplement pour s'amuser, soit à des faits un peu plus élaborés. Donc, nous, en tant que citoyens, il nous faut être conscients de cela et se dire que ça ne va jamais disparaître. Et donc, il faut plutôt se vacciner et outiller sa résilience face à ce phénomène pour vivre avec. Et pour vivre avec, ça veut dire qu'il faut savoir ce qui n'est pas de l'information et il faut pouvoir savoir à qui me référer quand je doute. J'ai une information ou j'ai un message qui est là, je doute que ce soit de l'information, à qui me référer, quel site je peux visiter, quel média je peux visiter, quelle radio, voilà. C'est ces réflexes-là qu'il faut pouvoir développer en tant que citoyen parce que tout ce qu'on va faire après, c'est technique. Par exemple, les questions de fact-checking, je dis tous les citoyens ne peuvent pas être des fact-checkers, c'est pas possible. Même les journalistes, tous les journalistes ne sont pas fact-checkers. On a voulu faire croire ça aux journalistes, mais après 3, 4 ans, 5 ans de programme intention, on se rend compte que tous les journalistes n'ont pas le cœur au fact-checking.
Il y a des journalistes qui veulent bien continuer à faire l'enquête des terrains, à faire ce qu'ils aiment bien faire, sans forcément utiliser les outils numériques du fact-checking qui les fatiguent. Et ça, on ne peut pas leur empêcher, on ne peut pas le leur reprocher. Il y a des spécialistes dont le fact-checking est la passion, tant mieux, mais il y a aussi, donc tout le monde peut être fact-checker, mais il faut développer des réflexes. Je dis qu'aujourd'hui, le journaliste, il est un peu comme le médecin de l'info. Et donc, on est dans un environnement où on peut avoir mal à l'information. D'ailleurs, on parle d'infobésité. On a créé ce concept pour dire qu'on a une maladie de l'info. Donc, à partir du moment où on sait qu'on a mal à l'info, le professionnel qui peut nous soigner, on dit ça comme ça pour continuer dans cette métaphore, c'est le journaliste. À nous de savoir quel journaliste est crédible et que je peux suivre. Et dans tous les pays, il y en a. Ils ne sont pas peut-être nombreux, ils ne sont pas très populaires, mais il y en a. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on a nos prix d'excellence du journaliste qui désigne chaque année. C'est dit qu'il y a des journalistes excellents qui font un travail sérieux. Allons-y les lire, achetons leurs journaux, regardons leurs chaînes. Et c'est en cela qu'on ne va pas donner foi à tous ceux qui veulent nous manipuler en faisant circuler sur d'autres canaux de la désinformation. À partir du moment où on ne les écoute pas, ils parleront. Donc, pour moi, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Après, pour lutter contre le phénomène, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs leviers et autres. Bon, même sans la citer, il y a l'État qui a sa part, il y a les régulateurs qui ont leur part, il y a les plateformes qui ont leur part, il y a les journalistes et les professionnels de l'information qui ont leur part. Mais pour le citoyen, comme c'est ce que vous m'avez demandé, pour le citoyen, c'est ces deux attitudes vraiment sur lesquelles je veux insister. Ce n'est pas exhaustif, mais je pense que à partir, si les gens intègrent ces deux éléments, normalement, on devrait régler beaucoup de choses en termes comment on appelle, de vulnérabilité à la désinformation. Et bien sûr, comment prévenir la désinformation, on en parlera, on fera un dernier tour de table et c'est justement par là qu'on se quittera. Vous aurez l'occasion, bien sûr, hein, professeur Donatien, de revenir là-dessus. Kemal Afagnon, on dit souvent que même les États font dans la manipulation, la désinformation. Alors finalement, comment les États peuvent-ils aujourd'hui prévenir la désinformation en période électorale? Le professeur Donatien soulignait tantôt hein, la crédibilité du média national en Côte d'Ivoire qui avait relayé une information, sinon qui avait donné une information par rapport au décès d'un artiste hein, très connu en Côte d'Ivoire et sur le continent africain et qui finalement avait fait croire, hein, sinon qui finalement avait donné la bonne information par rapport à cela ou avait confirmé la rumeur qui circulait, qui était finalement la bonne information. Alors dans un contexte où on dit que l'État également peut s'adonner à la désinformation quelquefois, et selon une étude d'ailleurs, hein, l'État en termes de désinformation, c'est le premier justement à faire circuler la manipulation, la désinformation. Dans un tel contexte, Kemal Afagnon, finalement, comment est-ce que ce même État peut prévenir justement la désinformation? Comment croire à cet État finalement dans la lutte efficace contre la désinformation? Oui, merci pour la question. J'aborderai aussi dans le même sens que Donatien parce qu'il y a plusieurs éléments qu'il a exploités qui sont très intéressants. Mais concernant donc la responsabilité de l'État, je pense que dans un premier temps, il est aujourd'hui important que nos États mettent à niveau le cadre juridique. Donc, je vais prendre l'exemple du Bénin, par exemple, où nous avons travaillé récemment avec le gouvernement béninois dans le cadre de l'examen périodique universel à la mise en pratique des recommandations qui ont été acceptées par l'État béninois pour la révision du code du numérique. Donc, le code du numérique, en fait, qui aujourd'hui est un texte de loi sans colonne vertébrale. Vous avez, par exemple, des termes clés qui ne sont pas définis dans ce texte de loi. Donc, il est important aujourd'hui que dans ce contexte, en fait, de tension où on assiste à un recours abondant à la désinformation, que les États mettent déjà à niveau les lois dans les pays. Donc, nous, par exemple, c'est un combat que nous avons mené, comme je le disais, dans le cadre de l'examen périodique universel, parce que depuis le 3e cycle, le gouvernement béninois a accepté plusieurs recommandations, mais se garde de mettre en pratique ces recommandations concernant
la révision de textes de loi donc, qui sont en rapport avec l'espace numérique. Or, vous avez parfois des, des termes qui ne sont pas définis. Vous avez également des articles dans les textes de loi qui sont utilisés dans certains pays qui mettent à mal le principe résiduel de liberté. Donc, c'est en fait pour toutes ces raisons que nous, au niveau du Bénin, nous avons donc mené des actions auprès du Parlement pour que ce texte de loi soit révisé. Et je pense que c'est un constat qu'on peut faire également dans plusieurs pays où souvent les lois n'évoluent pas avec les pratiques de la société. Donc, il y a un décalage entre les pratiques qu'on peut observer et la façon dont les lois sont rédigées. Aujourd'hui, vous avez par exemple des deepfakes qui circulent, des acteurs locaux s'y adonnent. Vous avez également des acteurs internationaux qui s'y adonnent. Vous avez aussi les algorithmes aujourd'hui qui sont utilisés pour analyser voilà, donc pour analyser les activités des internautes en ligne, pour faire du profilage, pour amplifier, pour réduire la dissémination de certaines informations. Donc, et tout ça se fait de façon opaque. Et à l'approche des élections, il y a tout un marché qui se développe, en fait, un marché où on assiste à toutes les transactions les plus immondes, en fait. Donc aujourd'hui, il est important dans ce genre de contexte que les États adoptent une attitude plus transparente par rapport aux lois qui sont élaborées, parce que souvent, c'est des lois qui sont utilisées à d'autres fins pour, par exemple, réduire la liberté d'expression ou sont utilisées pour mettre à mal la liberté de presse, la liberté de communication des internautes. Donc, c'est là aujourd'hui que se situe le véritable enjeu. Et à côté de cet enjeu, il est important également d'auditer aujourd'hui les algorithmes des grands groupes, des réseaux sociaux, comme je le disais, des algorithmes en fait qui viennent semer le chaos, qui viennent semer la zizanie dans les champs informationnels africains, surtout à l'approche des élections. Vous avez aujourd'hui ces algorithmes qui sont capables de faire des manipulations et donc tout ceci aujourd'hui prospère à un moment où les internautes vont de plus en plus chercher les informations en ligne aujourd'hui en Afrique grâce à la percée de la téléphonie mobile. Donc c'est important aujourd'hui que les États redoublent d'ardeur dans l'éducation à la citoyenneté. Il est important de sensibiliser d'abord les internautes, le grand public aux enjeux en fait qui se déroulent sous leurs yeux et qu'ils ne sont pas toujours à même de décrypter de façon aisée. Donc, c'est important donc d'éduquer les masses par rapport à ça. Il faut investir davantage donc dans l'éducation civique, sensibiliser donc les internautes à être beaucoup plus prudents, analyser avec de la prudence, de la retenue, de la méfiance, tout ce qui circule en ligne à l'approche des élections. Il faut également, comme le disait Donatien, s'informer auprès de plusieurs médias. Donc, il faut voilà, il faut apprendre à digérer les informations, donc à analyser, observer. Donc observer avec du temps. Il faut qu'on réapprenne à observer avec du temps, à essayer d'analyser les informations quand on s'informe auprès de plusieurs sources. Donc il faut voilà, s'assurer que souvent les informations qu'on essaie de capter proviennent de certaines sources plus ou moins fiables en fait. Donc qu'on apprenne à vérifier la véracité des informations, prendre le temps de vérifier ce qui circule, particulièrement quand c'est suspect, quand ça a tendance à jouer sur nos émotions. Donc tout ceci, c'est important. Aujourd'hui, dans un univers numérique qui est dominé donc par les algorithmes qui organisent les informations en chambre d'écho à travers l'amplification de certains phénomènes et qui réduisent la diversité donc des sources auxquelles les internautes sont exposés, ces phénomènes ne risquent pas de disparaître de sitôt. Au contraire, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont de plus en plus sophistiqués, donc les pratiques sont de plus en plus sophistiquées, dissimulées, subtiles, et donc il faudrait vraiment que l'État donc joue la carte de la transparence dans un premier temps, et qu'ensemble avec les autres acteurs, à savoir voilà les instances de régulation, mais aussi les groupes de réseaux sociaux qui commencent à avoir des présences physiques dans certains pays en Afrique, la société civile, voilà, et puis qu'on essaie de revaloriser, réinstaller le fact-checking au cœur des processus de communication en ligne, parce qu'aujourd'hui, certains groupes comme Facebook essaient de se désengager, essaient de se cacher derrière les notes de communauté. Dans le même temps, la désinformation continue de prospérer. Donc, c'est ensemble, en fait, que tous ces acteurs, sous l'impulsion de l'État, pourraient juste ensemble donc mieux lutter, coordonner leurs forces pour lutter contre ce phénomène de la désinformation.
Bien sûr, on va faire un dernier tour de table avant de se quitter hein, pour parler cette fois de comment prévenir la désinformation hein, en contexte électoral ou pas, comment prévenir la désinformation de façon générale. Je vais commencer par vous, Thierry Kofi Mensah. Finalement, selon vous, comment prévenir aujourd'hui la désinformation? Pour moi, à mon niveau, je dirais, l'un des premiers points, c'est déjà de renforcer, en fait, de promouvoir l'éducation aux médias. Parce que la plupart du temps, c'est par manque de connaissances même que beaucoup de choses se font. Déjà, renforcer les capacités, en fait, de la population, dans un premier temps. Également, côté État, je dirais, côté juridique plutôt, je dirais, mettre en place aussi un cadre juridique plus adapté. En tout ce qui est, mettre des lois un peu plus, des sanctions un peu plus, euh, corsées, je dirais. Parce que, ici, dans le temps, il y avait la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est devenue aujourd'hui l'ANSSI, comme Donatien l'a dit tout à l'heure, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a renforcé ces lois, en fait, qui existaient, qui a pris de nouvelles mesures. Mais je pense que ces lois, même sont encore trop faibles. S'il y a possibilité de renforcer les amendes et les peines et régler un peu tout ce cadre juridique-là, je pense que ça va aussi aider à pouvoir gérer tout ça. Et un autre point important aussi, c'est de pouvoir soutenir ou même encore créer même ces plateformes de vérification qui existent en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, à défaut de pouvoir former tout le monde, vu que tout le monde, comme de l'ancien a dit, tout le monde ne peut pas être formé, tout le monde ne peut pas devenir pratiqueur. Mais ces plateformes qui existent déjà, s'il y a possibilité de les renforcer euh, ou d'en créer d'autres plateformes de vérification de papier, ça sera également une solution bien à prendre en compte. Et bien sûr, professeur Donatien Kanga, vous soulignez tantôt tous les leviers qu'on peut activer aujourd'hui hein, pour lutter contre la désinformation. Vous parlez tantôt de la responsabilité des acteurs citoyens, des États, des politiques, etc. Et finalement, quels sont ces leviers concrètement, selon vous, qu'on peut activer pour lutter efficacement contre la désinformation? Oui, je pense que comme nous sommes dans une société de l'information, comme on aime bien le dire, le monde est rentré dans cette ère de l'information. Donc, il nous faut donc développer la résilience du citoyen de cette ère-là face aux enjeux de l'information. Et donc, l'urgence. L'urgence, c'est, comme Mensa l'a dit, l'éducation média à l'information. Il faut que tous les citoyens comprennent, sachent ce que c'est que l'information, de façon basique, comme je le dis. Voilà. Parce que c'est dans le monde dans lequel on vit, l'information nous poursuit. Même quand on ne veut pas être informé, ça vient vers nous. Avant, on partait chercher. Aujourd'hui, ça nous poursuit. C'est par les notifications dans nos téléphones, partout. Donc, il nous faut être outillés pour faire face à cela. Donc ça, c'est une urgence citoyenne, j'ai envie de dire universelle. Et c'est ce que un peu l'UNESCO prône à travers l'éducation média et l'information en essayant d'engager les États à développer des politiques dans ce sens. Ensuite, d'un point de vue professionnel, il faut, euh, comment on appelle ça, j'ai pas envie de dire réhabiliter, mais valoriser davantage les professionnels de l'information. Il faut, donc la réflexion, elle est aussi bien menée du point de vue de la corporation, aussi du point de vue de l'État et autres, parce qu'il nous faut des médias qui soient solides, qui soient, qui aient les moyens de faire du journalisme. Ça me gêne de dire même du journalisme de qualité, parce que le journalisme doit être du journalisme. Voilà. Mais il nous faut des organisations, parce que tout cela prospère, parce qu'en face, on n'a pas de journalistes, on n'a pas beaucoup de médias de qualité. On a des gens qui se battent, qui font des efforts, mais qui, d'un point de vue modèle économique, sont fragilisés. Et finalement, vous allez vous rendre compte que les meilleurs journalistes vont à la com. Alors qu'il nous faut des journalistes, de très bons journalistes, excellents, qui sont les gardiens de l'information. Les Anglais disent watchdogs. C'est des gardiens, des chiens de garde de l'information. Parce que, au plus que jamais, l'information est devenue vitale et devenue. Moi, par exemple, qui suis dans l'enseignement, combien de fois on met des proches, à partir du moment où ils savent que j'interviens en journalisme, me considèrent comme
j'ai envie de dire l'évangéliste de l'info. C'est-à-dire, souvent, ils viennent me demander des choses qu'ils savent. En fait, c'est eux qui viennent m'informer, mais ils veulent que je confirme. Pourquoi? Parce que simplement, j'enseigne des journalistes. Donc, ils se disent que si moi je dis, c'est qu'ils peuvent accorder du crédit. Donc, ça montre un peu, malgré tout, l'attente du citoyen vers des organisations de qualité en termes de journalisme. Ça implique aussi des journalistes en termes de qualité. Donc, il y a des efforts ou des initiatives, des mesures à prendre pour pouvoir consolider, bâtir une industrie de l'information de qualité à travers des organisations médiatiques solides, fortes et des journalistes bien formés et intègres qui font preuve de probité et qui font leur travail comme ils se font. Deuxième levier de ce que je pense. Et puis, pour ne pas trop m'étaler, je vais maintenir un troisième levier qui va toucher l'État et d'une certaine manière les plateformes, parce que tout ça, ça va relever du cadre juridique comme les co-débatteurs l'ont suggéré. C'est qu'il faut que le cadre juridique soit constamment ajusté, mis à jour pour tenir compte des évolutions, mais de la complexité du phénomène, parce que c'est très facile de dire fake, fausse information dans une loi, sachant que la fausse information, elle peut se présenter sous plusieurs formes. Est-ce que c'est de la mésinformation, c'est la désinformation, c'est la malinformation? Il y a de nouveaux concepts émergents, on parle de off-information, tout ça. Qu'est-ce qu'il en est? Il faut que nos textes de loi, et puis parce que quand vous mettez la mésinformation et la désinformation dans le même bateau, d'un point de vue application de la loi, on risque de commettre des abus. Je dis toujours, c'est comme si vous tuez un moustique avec un marteau. Vous allez tuer le moustique et vous risquez de commettre plus de dégâts parce que quelqu'un qui a diffusé un message qui est faux simplement parce qu'il voulait alerter, vous n'allez pas le punir de la même manière que quelqu'un qui a fabriqué cette fausse information, qui l'a diffusée à dessein ou échangé. Il y a un problème. Ce qui fait que quand vous attrapez quelqu'un, on se retrouve à transformer des gens qu'on a voulu corriger en martyrs. Ils deviennent des stars, ils deviennent populaires et le sentiment social, c'est comme si on a mis quelqu'un en prison de façon injuste. Donc finalement, l'effet d'intimidation ou d'interpellation n'a pas été fait. Donc, la mise à jour des tests, des cas juridiques doit prendre en compte ces aspects et doit impliquer fortement la responsabilité des plateformes. Parce que qu'est-ce que les plateformes répondent? Les plateformes disent, quand on dit, ah, mais la désinformation circule sur votre site, ils disent, non, nous ne sommes pas responsables des contenus. Nous ne faisons que donner un espace de circulation. Mais ça, en fait, c'est le comportement du receleur qui ne veut pas reconnaître qu'il a reçu des objets volés. Des gens utilisent votre plateforme pour influencer des systèmes, pour déstabiliser des États. Et quand on vous met devant vos responsabilités, vous dites non, vous êtes simplement une plateforme et que vous n'êtes pas responsable des contenus. Non, il faut que nos textes et nos mécanismes puissent suffisamment rendre responsables les plateformes sur leur rôle dans ce phénomène, et cela ne pourra pas se faire efficacement à l'échelle de nos petits pays. Ici, ça va engager des approches régionales, voire continentales, pour être efficace et parler d'une même voix face à Facebook, face à des géants comme Twitter et consorts, qui appartiennent à des gens qui ont des idéologies qui souvent sont libertaires, souvent contraires à nous, nos visions. Voilà, donc il y a ce type. Et puis, dans la mise à jour de ces cadres-là, il nous faut veiller, et c'est pour cela que le travail des organisations comme, je crois, c'est Internet sans frontières, ou en tout cas l'organisation du KEMA, Internet sans frontières. Voilà, parce que leur vigilance sur le respect de libertés fondamentales, parce que pendant qu'on dit qu'il faut mettre à jour les règles, n'oublions pas qu'on prend le prétexte de la désinformation pour restreindre les libertés, pour davantage appliquer des lois liberticides, comme on peut le voir avec nos différents tests dans les différents pays. Et donc, des organisations de droits de l'homme ou de veille comme Internet sans frontières et autres sont très utiles pour vraiment être vigilants et interpeller dans ces processus de mise à jour sur le respect des libertés fondamentales. Il ne faudrait pas prendre le prétexte de la lutte contre la désinformation pour restreindre les libertés fondamentales
comme la liberté d'expression, l'accès, il y a un équilibre à trouver. Et c'est ces défis-là qu'il nous faut. Donc, c'est une lutte de longue haleine. Il ne faudrait pas penser que c'est demain que ça va finir. Pour moi, le mensonge, je dis toujours, le mensonge, il est inhérent à l'humanité, à la nature humaine. Voilà. Le mensonge n'est pas inhérent à Internet. Il est venu avec l'homme. Et tant que l'homme existera, il y aura des tentatives de mensonge. Mais est-ce que nous pouvons mettre en place un système qui fait que même si, et ça je pense que c'est le président Rollet qui disait, même si Satan est au pouvoir, il ne soit pas libre de faire ce qu'il veut, mais qu'il puisse faire ce pourquoi on l'a mis là. Donc, respecter les libertés et autres. Donc, il faut qu'on ait un système juridique qui permette de rendre fort le respect des libertés fondamentales tout en garantissant la sécurité, l'intégrité de l'information face à ce fléau de la désinformation. Donc, c'est complexe, mais ce n'est pas impossible s'il y a une main d'association et une bonne foi de différents acteurs qui prennent conscience de leurs responsabilités. Bien sûr, on va terminer par vous, Kemal Afagnon. Alors, on a parlé justement des leviers à mettre en place pour lutter, sinon pour prévenir la désinformation. Alors aujourd'hui, on observe dans beaucoup de pays, hein, beaucoup d'agences de lutte contre la cybercriminalité. Finalement, en utilisant tous ces leviers, hein, quelque part, est-ce qu'il ne faut pas également mettre en place d'autres mécanismes, comme par exemple les agences de lutte contre la cybercriminalité, pour aujourd'hui prévenir aussi la désinformation dans nos pays? Oui, je pense que le recours aux agences de lutte contre la cybercriminalité est important dans le contexte africain. Donc, il faudrait aussi que ces agences soient dotées de moyens autonomes de fonctionnement. Quand on voit aujourd'hui que certaines activités qui se déroulent dans le cadre des actions de lutte contre la désinformation pâtissent aujourd'hui de décisions politiques suite au retour de Donald Trump au pouvoir. Donc, il faudrait que les États africains cherchent à se doter de moyens autonomes dans cette lutte, en fait, et ne pas chercher forcément à dépendre de certaines sources extérieures qui, si elles sont coupées, pourraient mettre à mal en fait les activités qui se développent dans ce secteur en fait, donc des activités orientées par rapport au contexte, orientées vers le contexte africain de façon spécifique. Et au-delà de ça, donc au-delà de ce constat, de cette suggestion, c'est également important de noter que aujourd'hui, il y a un désintérêt réel en fait des jeunes en fait, des jeunes internautes pour la question de l'information, mais aussi de politique en général. Donc c'est un véritable souci qu'on peut observer à travers le taux d'abstention lors de certaines élections en Afrique. Donc, c'est un taux d'abstention qui souvent est un véritable casse-tête pour les hommes politiques parce qu'ils cherchent les moyens pour aller démarcher cet électorat et des fois ils sont prêts à pactiser avec le diable de sorte que ils ont recours aux mécanismes de désinformation justement. Donc, or, la plupart des gens et certaines franges sociales de la population, comme les jeunes dont je parlais, euh, aujourd'hui se désintéressent de l'information en général, se désintéressent de la chose politique, et donc ils s'en foutent un peu de tout ce qui a trait à la désinformation. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, par exemple, certains acteurs qui s'adonnent à la création de deepfakes pour jouer sur le caractère ludique pour aller démarcher. Donc, c'est cet électorat jeune, en fait, cet électorat connecté. Donc, mais c'est dangereux donc de faire recours à des deepfakes pour aller cibler de tels électeurs. Donc aujourd'hui, il faudrait justement qu'on réinvente le fait politique, qu'on réinvente la chose politique en fait pour euh, valoriser d'une meilleure façon en fait voilà, ces jeunes en fait qui aujourd'hui se désintéressent de la chose politique et qui ne se soucient pas du tout de la désinformation et qu'on peut tromper en jouant sur des cordes culturelles, des cordes ludiques, comme par exemple en exploitant les deepfakes. Donc aujourd'hui, il est important donc de vraiment garder cela à l'esprit parce que l'un des objectifs majeurs est, est certes d'accroître la vigilance donc, et de susciter l'intérêt du plus grand nombre autour de ces problématiques,
Mais il faut également chercher à restaurer la confiance des citoyens, des jeunes citoyens, envers les informations fiables, les informations crédibles, envers la chose politique, envers la chose civique. Et ça implique également la responsabilité. En fait, les hommes politiques sont impliqués, leur responsabilité est impliquée au premier chef, mais aussi ça implique également la nécessité de mieux valoriser les médias, comme Donatien le disait. Donc, il faut contribuer à créer des médias forts, à créer les conditions pour donner une aide une aide solide à la presse. Par exemple, dans certains contextes, il faut éviter les ingérences pour aller tacler la presse, empêcher la presse donc de traiter l'information de façon libre, comme on peut le voir dans beaucoup de pays. Et encore une fois, quand par exemple des États comme le Bénin acceptent des recommandations dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de l'examen périodique universel pour protéger les journalistes, en fait, pour protéger l'information, il faudrait vraiment qu'ils s'engagent à mettre en pratique, à mettre en œuvre ces recommandations, parce qu'en fait, il y va véritablement donc de la lutte contre la désinformation. Et donc, ça passe par la protection, par la sécurité des journalistes aussi. Ça passe également par la valorisation de l'espace civique. Et donc, c'est un peu une sorte de je vais dire une sorte de mise une sorte de mise à niveau, d'addition de tout ceci qui peut permettre justement donc de rehausser en fait l'intérêt donc de la jeune génération, des jeunes internautes pour la chose politique, pour la chose civique, et qui voilà permettrait par exemple de lutter contre ce taux d'abstention qui donne des maux de tête aux politiciens à l'approche des élections, des joutes électorales sur le continent africain. Ouais. Et bien sûr, merci beaucoup à vous, Kemal Afagnon. C'était donc vous qui avez le mot de la fin. On arrive donc au terme de cette discussion. Merci à vous, monsieur, d'avoir participé, Kemal Afagnon. Je rappelle que vous êtes le coordinateur régional pour l'Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières. Vous avez également observé les élections présidentielles dans plusieurs pays, dont la Russie, mais aussi en Afrique, hein, avec la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud ou encore le Mozambique. Merci également à vous, professeur Donatien Kanga. Vous êtes enseignant à l'Institut des sciences et techniques de la communication d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes formateur hein, sur les questions de médias numériques. Vous travaillez également sur les questions de désinformation. Merci également à vous, Thierry Kofi Mensah. Vous étiez également en ligne avec nous d'Abidjan. Vous êtes de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, messieurs. Bon week-end et vivement à la prochaine. Merci pour la pertinence dans vos idées et la disponibilité. Et surtout, merci pour les messages passés dans la lutte contre la désinformation et justement tous les précisions données sur la question. Ça fait plaisir de vous avoir reçu. Bon week-end et vivement à la prochaine. Merci. Merci, Merci. merci, Et bon bon week-end. week-end aussi à vous aussi. Merci.